Donc, Pro Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société, dont l'activité principale tourne autour du commissariat d'exposition, mais dans l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. C'est aussi un centre de résidence artistique, d'éducation artistique, un centre de recherche avec une bibliothèque, la ROBES, un centre de documentation qui contient aujourd'hui plus de 3500 ressources, dont des archives sonores et audiovisuelles qui sont consultables sur place. C'est un centre pour la production du savoir, la théorie et la critique d'art. Alors aujourd'hui, bienvenue à notre programme hors format, qui est un format en soi. On l'appelle hors format parce qu'il est un peu différent de nos programmes les plus habituels. Nos programmes publics principalement qui ont lieu le vendredi et qui se déclinent de 5 façons différentes. On a les cithéologies en collaboration avec l'architecte Carole Diop qui adresse les problèmes liés au changement des villes, des mégalopoles africaines et aux problèmes sociaux qui en découlent, politiques, économiques. On a les Vox Artistes qui sont des séances pour la pratique, pour l'expression de la pratique artistique ou curatoriale ou le lancement de livres. On a également le Raw Ciné Club en collaboration avec Demba Sissoko qui sera là tout à l'heure pour la projection. Et notre petit dernier qui a eu lieu hier, dont la 2e édition a eu lieu hier, qui s'appelle Le Désaccord et qui a pour objectif d'adresser le débat et de réinvestir l'ajout argumentaire dans l'espace public. Donc les hors formats, ce sont plutôt des journées qui se déroulent le samedi avec plusieurs programmes à l'intérieur du programme, dont les 2 panels qui auront lieu aujourd'hui. Je vais laisser tout à l'heure Ibrahim Maouane en parler un peu plus, approfondir la question. Et il y aura une projection et une performance aussi de Colonel Carbone 14. Alors, vous pouvez, cette journée de programme public, elle s'organise dans le cadre de la Reading Room, qu'on a fait à l'occasion du centenaire de la naissance de Charanta Diop. Une Reading Room, c'est une sorte d'exposition, mais ça n'en est pas une. C'est aussi une question qui a été débattue. Donc c'est une sorte d'exposition, une installation évolutive qui réinvestit des archives sonores, vidéo, iconographiques et textuelles, et dont certaines références qui viennent de notre bibliothèque, d'autres qui ont été gentiment partagées par nos collaborateurs et nos intervenants, qu'on remercie beaucoup, et par Charles Diop. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le professeur Ibrahim Maouane, que vous connaissez pour la plupart déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le réintroduire. Et c'est avec lui qu'on a créé, en collaboration avec lui, qu'on a créé tout ce programme et cette Reading Room. Ibrahim Maouane est professeur titulaire de littérature et civilisation africaine à l'université Charanta Diop de Dakar. Il est le directeur de la filière doctorale études africaines à l'école doctorale art, culture et civilisation, ARCI, de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UQAD. Il est également le responsable du master de littérature africaine du département de lettres modernes. Il est par ailleurs expert référent du Sénégal pour la Convention 2003 de l'UNESCO portant sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Professeur, je vous merci Delphine, bonsoir à tout le monde. On a accusé une trentaine de minutes de retard, donc on va essayer d'y aller à part charge. Parce que le programme, comme l'a annoncé Delphine, est assez important, assez bien étoffé. C'est 2 tables rondes, une pause musicale et une projection de film. Comme l'a dit Delphine, le cadre, c'est le centenaire de la naissance de Charanta Diop, donc 1923 à 2023. Il va y avoir beaucoup de questions de Charanta Diop dans le monde, pas assez au Sénégal. Donc ça, on a pensé qu'à on devait lancer quelque chose à partir de Charanta Diop et en mettant l'accent sur l'homme politique. Puisque Charanta Diop, il est vrai, dans la galaxie des figures tutélaires, des figures historiques africaines. Mais quand on l'évoque, c'est plus le scientifique qui est mis en avant, le savant, donc il y a des interactions entre les 2 figures. Et nous pensons que l'actualité commande justement, puisqu'il est beaucoup question de lui, de se référer à lui, mais sans véritablement interroger sa pensée et son projet politique.
nous avons véritablement voulu dédier ce moment au projet politique de Cheikh Anta Diop. En 2 temps, avec une première table ronde qu'on va qualifier d'archéologique, qui va interroger les sources de cette pensée et de ce projet. Donc, va être lié de contextualisation, surtout, et d'intelligibilité. Et une seconde table ronde qui va faire une sorte de mise en perspective, voir l'actualité de cette pensée et de ce projet, à la lumière de la qualité politique sénégalaise, africaine et internationale. Et pour chacune des tables rondes, nous avons 3 intervenants que nous allons présenter au fil de ces échanges-là. Et la soirée va se conclure par un film documentaire de cette époque, qui porte sur une partie de l'histoire du pays, qui est également une sorte de miroir. Une façon également de replacer l'action politique de Cheikh Anta Diop dans un contexte beaucoup plus large, plan sénégalais et africain. Donc nous allons ouvrir avec la première table ronde, qui sera animée par mes 3 clients, qui ne sont pas des moindres. Donc Samba Bourimou à ma gauche. Donc, excusez-moi, je suis spécialiste des biographies télégraphiques. Donc vous imaginez ce qu'il y a en termes d'expérience d'acquis pour chacun des 3. Mais je vais présenter chacun en 3 lignes. Donc, et ça permet de faire fonctionner l'imaginaire de chacun de nous. Donc, Samba Bourimou est un spécialiste à la base de littérature générale et comparée. Je peux en parler parce que j'ai lu sa thèse il y a 25 ans, 30 ans. Et il m'a reçu même, il ne s'en souvient pas, il y a 25 ans, 30 ans aussi, quand je faisais mon mois de maîtrise. Il avait des locks. Donc, voilà, c'est ça. Il a la gueule tapée. En septembre 1996 ou 1997. Donc, on ne parle pas de littérature comparée en pensant à lui, mais je pense que c'est ça, c'est la base. Avec une thèse sur la perspective nationaliste dans la littérature sénégalaise, Wolof. Donc, un travail très important qui est très lié au travail à l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Alors, Samba Mboup est professeur associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Il est également chercheur principal au Centre d'études stratégiques et politiques de Djouba au Soudan. Il a été ambassadeur du Sénégal en Afrique australe et dans l'océan Indien pendant 5 ans au moins, 2001-2006. Expert de l'Union africaine dans les domaines de l'éducation et de la gouvernance. Et ainsi qu'il a beaucoup travaillé dans le projet du NEPAD. Mais il est toujours resté chercheur, et c'est ce qu'il est surtout, avec plusieurs articles, chapitres d'ouvrages dans les domaines de l'anthropologie, de la linguistique, des études sur le développement, de l'éducation, de leadership, etc. Donc il y a un article dont on va peut-être parler dans le second période sur langue nationale et renaissance africaine. Donc voilà, ça me groupe de façon télégraphique. Alors, Boubou Diop, professeur Boubou Diop, professeur titulaire de littérature et titulaire d'histoire ancienne, qui a enseigné pendant 40 ans au département. Beaucoup pensent qu'il a été prof au département d'histoire, puisque c'est pas d'histoire ancienne, mais il a été professeur surtout au département de langue et civilisation ancienne. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, pour ne pas dire la différence, mais c'est un historien, mais aussi un homme de lettres, c'est ce que je voulais dire en fait. Il est à la retraite depuis 3-4 ans, officiellement, retraite administrative, mais il est resté très actif dans l'espace universitaire et intellectuel en général. Et c'est à ce titre qu'il est directeur de la chaire sur la Renaissance africaine, qui est un projet de l'UCAD et de l'ISESCO. Il est également le président de l'Association panafricaine pour l'organisation et l'éducation des adultes, PALAE, après avoir été fondateur de l'ANAFA, je pense qui est beaucoup plus connu, qui a au moins 40 ans d'activité. Et il est aussi coordonnateur du mouvement citoyen Tahaoutem pour un Sénégal, une Afrique et un monde plus solidaire. Et enfin, Diallo Diop, docteur Diallo Diop, docteur en médecine et en sciences biologiques, mais surtout connu dans l'espace politique, au moins d'abord jeune de la gauche marxiste ou d'inspiration marxiste il y a 50 ans, et au moins membre du RND au moins pendant une quarantaine d'années. Je pense que la première jeunesse du RND, ou la jeunesse historique du RND, les premiers jeunes compagnons de Cheikh Anta Diop. Le RND dont il a été secrétaire général adjoint pendant longtemps, avant d'en être le secrétaire général, donc pendant au moins une décennie. Et aujourd'hui, il est vice-président du PASTEF
chargé du panafricanisme et des questions mémoriales. Donc voilà, brièvement présenter nos trois intervenants. Et je vais tout de suite interroger sur la question de l'archéologie. Cheikh Anta Diop est à la fois un homme au destin singulier, mais c'est aussi un homme au cœur d'une génération charnière. Donc, une génération qui a joué un rôle important en Afrique. C'est la génération des années 40-50, donc dans laquelle on a les premiers docteurs africains, docteurs en histoire, docteurs en philosophie, docteurs en droit, etc. Et qu'est-ce qui en fait à la fois le produit de cette génération charnière et en même temps l'homme d'un destin singulier. Donc, en gros, quelles sont les sources de cette pensée, de cette action politique? Donc, question d'archéologie. Je vais donc donner la parole à l'historien. Merci. Et vraiment, je voudrais d'abord saluer tous nos compatriotes, tous nos collègues, quand je dis compatriotes au Sénégal, en Afrique et dans le monde, qui nous suivent. Et je voudrais vraiment remercier l'équipe de Reading Room de Raw Material. Bon, quand j'ai reçu la note sur la thématique histoire et projet, alors je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'exprimer une fois de plus le plaisir de retrouvailles. Je pense que la dernière fois que je suis venu ici, c'était quand on parlait de l'expérience de jonction, Tribune africaine revival. J'ai vu encore les images, l'expérience de mouvements culturels patriotiques dans ce pays, les années de braise, ici au Sénégal et dans la diaspora africaine, en Europe et aux Amériques. Alors, mais aujourd'hui, la question que tu poses, le sujet est, à mon avis, c'est vrai, quand on s'est quitté la dernière fois ici, les émotions étaient très fortes. Hein. Je me rappelle la chair de poule, quand on écoutait les anciens morceaux de musique et l'atmosphère de nos combats, dont certains avaient craqué ici, parce que vraiment, c'était des moments terribles de lutte, d'espoir. Que sommes-nous devenus? Et le fait de revisiter la pensée de Cheikh Anta nous permet effectivement peut-être de repréciser un certain nombre de choses. Mais le sujet, il est complexe. Cheikh Anta Diop, quand on dit, tu as parlé de mot archéologie, effectivement, c'est un très bon mot. Quand j'ai reçu le mot histoire, j'ai voulu mettre S. Et projet, j'ai voulu mettre S. Parce que histoire, tu as raison, l'archéologie, ben, quand on en parle, c'est par rapport à l'histoire. Mais l'histoire, c'est quoi? Tu as raison de souligner mes humanités gréco-latines. Et j'aime souvent, quand on parle d'une chose, qu'on voit le mot, qu'est-ce que ça signifie? Histoire, c'est un mot qui est d'origine grecque, qui signifie voir, observer et enquêter. C'est ça l'origine du mot. Donc, ceux qui font l'histoire, ils ont vu quelque chose qui les a étonnés. Ils ont voulu savoir pourquoi c'est comme ça. Cheikh Anta, il est devenu ce qu'il est parce qu'il a vu un pays qui était dans une situation paradoxale, dominé. Celui qu'on appelle Hérodote, le père de l'histoire, c'est quelqu'un qui a voulu savoir pourquoi les Grecs et les barbares se battaient. C'est comme ça qu'il est devenu celui qu'on appelle le père de l'histoire et de la géographie. Thucydide, un autre, très célèbre, il a participé même à la guerre. Donc, histoire, le mot grec c'est oïda, voir, c'est effectivement enquêter, historique. Cheikh Anta, quelle est sa conception de l'histoire? Il a dit à plusieurs reprises, sur toutes ces questions, sur les projets, il y a beaucoup de choses. Alors, mais celui qui, parmi les historiens africains, a exprimé de manière très claire leur mission, c'est l'année dernière qu'on a célébré son centenaire. Moi, je l'ai célébré avec des amis ici. C'est Kizerbo. Kizerbo dit que l'histoire, il y a trois fonctions. Faire le diagnostic, apporter la lumière et tracer le chemin pour changer. Il a dit très clairement, c'était lors des conférences,
pour l'UNESCO dans le cadre du projet d'histoire générale de l'Afrique. Mais Cheikh Anta, son propos, de manière très claire, c'était dans 80, je crois que c'est Jeune Afrique qui l'avait interviewé à propos de l'histoire. Il dit que l'histoire, c'est par ce biais qu'on peut faire les révolutions culturelles les plus importantes. C'est en enseignant l'histoire. J'ai discuté très souvent avec lui dans son bureau. Il disait que l'histoire doit être enseignée dans toutes les facultés et dans tous les départements. C'est ça, c'était le point de vue de Cheikh Anta. Et aujourd'hui, je crois que les faits lui ont donné raison, parce qu'il y a l'histoire de la médecine, l'histoire du droit. Si vous allez à l'université de Dakar, ben, normalement, l'histoire des sciences, l'histoire de la littérature. Donc son point de vue, c'est que l'histoire doit être enseignée partout. Alors, maintenant, comment? Là, le débat devient intéressant. C'est très complexe. Quelles sont les sources? Parce que l'histoire, il faut des sources. Alors, il y a des sources, ce qu'on appelle les sources écrites. Parce qu'on a considéré, les historiens, que vraiment la source la plus importante, c'est les sources écrites. Mais les sources écrites sont limitées. Tout n'est pas écrit. Donc, il y a des sources écrites et des sources non écrites. Mieux encore, il y a ce qu'on appelle les sciences auxiliaires. L'archéologie, dont tu parles, la numismatique, la peinture, tout cela, c'est des sources. Alors, ce que Cheikh Anta a apporté, c'est ce qu'on appelle l'utilisation combinée des sources et la théorie des faisceaux. C'est-à-dire, quand on discute d'une chose, il ne faut pas se contenter seulement de ce que les textes disent. Je reviens, et là je vais préparer cela dans un premier temps, avant de continuer. Hier, j'ai écouté à RFI une polémique. À Leiden, il y a une exposition sur l'Égypte pharaonique. Bon, ceux qui l'ont organisé ont laissé couler la science. Nos parents égyptiens, surtout au niveau politique, ont protesté. Parce que l'orientation de l'exposition, c'est de montrer que l'Égypte était nègre, c'était des Noirs. Moi, j'étais très surpris de voir que cette polémique-là est revenue à chaque fois. Il y a quelques semaines, vous êtes au courant, il y a un musicien noir américain qui jouait au Caire. Lui, on a été obligé même de supprimer sa prestation. Parce que là aussi, il allait montrer que l'Égypte est noire. Ce débat-là, pour nous qui avons fait égyptologie, qui connaissons, c'est un débat utile. Mais pour régler ce problème, ce n'est pas seulement les textes. Les auteurs grecs, latins, ils en ont parlé. Les Égyptiens eux-mêmes, ils ont écrit. Mais il y a l'iconographie, les images, c'est ce débat. C'est l'iconographie. Comment les Égyptiens se sont dessinés eux-mêmes? Et si vous regardez la couverture de Nation Nègre et Culture, il y a la dernière édition, Cheikh Anta a fait exprès de montrer cette fresque où les Égyptiens se sont dessinés eux-mêmes. Ils s'appellent Kemetiu, Remetiu. Et ils montrent d'autres noirs qu'ils appellent c'est les voisins du Sud. Les voisins du Sud, les Néessiou. Et ils montrent aussi des gens qui ne sont pas noirs. Des populations du Proche-Orient et des populations de la Méditerranée. Mais quel est le document qui peut être meilleur que ce document? Où les Égyptiens eux-mêmes, ils se décident. En mettant des couleurs, on voit les tresses. Ceux qui sont habillés, on les voit porter des habits comme les Baïfal au Sénégal. De quoi est-ce qu'on discute? Donc, Cheikh Anta, ce qu'il a fait, c'est pour cela que c'est une sorte de monstre. Pour ceux qui veulent, et là je reviens à l'histoire, l'unifier la conscience, excusez-moi du terme, couillonner les gens. Cheikh Anta, c'est un obstacle pour ceux qui veulent faire croire qu'il y a une autre histoire à écrire sur l'Égypte et sur l'histoire de l'Afrique. Donc, pour répondre à ta question, l'archéologie est un élément, et c'est là où je termine, la fameuse conférence du Caire. Je pense que dans la salle, tout le monde connaît cette conférence en 1974, pour écrire l'histoire de l'Afrique. Cheikh Anta avait exigé, avec Omega, qu'on rassemble tous les scientifiques du monde qui sont et qu'on discute. Alors,
il y a eu des éléments, comme tu dis, archéologiques, mais aussi des éléments linguistiques. Et en fin de compte, celui qui a fait le rapport, qui a été mon directeur de thèse, il s'appelle Jean Devis, qui a été enseignant à Dakar pendant très longtemps, qui m'a récupéré à Paris, parce que moi j'étais parti à Paris pour faire les archives à l'école des Chartes. Au bout de 2 ans, comme la Sorbonne était à côté, Paris 1, Paris 4, j'ai bifurqué pour faire l'égyptologie. Alors, Jean Devis a été très courageux. Il a fait son rapport, il a dit que le débat du Caire, les propos de Cheikh Anta, Richet et Obenga sont sans commune mesure avec ce que les adversaires ont fait. Et pourtant, l'UNESCO avait demandé à chacun de préparer. Donc la conclusion, c'est que pour ce qui est des scientifiques, le débat est clos. Savoir qui a raison, qui a tort, et les éléments d'écriture de l'histoire, les éléments archéologiques. Parce que la question, c'était de savoir, non seulement il est linguiste lui, et pour ce qui est du déchiffrement de linguistes et des langues africaines, quelqu'un qui ne peut pas être considéré comme chérantiste, le professeur Sonneron a dit ceci, et je cite de mémoire, la démonstration des relations entre l'Égyptien ancien et le Wolof, ça ne peut pas être un phénomène du hasard, et que les éléments que Cheikh Anta Diop présente sont des éléments pertinents. Et je peux vous assurer que moi, quand je faisais mes cours d'égyptologie, alors mon Dieu, les langues africaines, et surtout le Wolof que je connais, et l'égyptien ancien, mais c'est comme si c'était le Wolof à côté du Serer ou le Wolof à côté du Poura. Et si le débat revient là-dessus, ben je peux vous dire que quand on faisait des textes, des traductions, des versions, nos professeurs qui étaient des Français étaient surpris de voir la facilité avec laquelle on traduisait un texte égyptien. Et sans parler des mythes, les mythes sur l'or, les mythes, énormément de choses, ils étaient surpris. Donc Cheikh Anta, c'est lui qui nous a donné ce courage et qui nous a montré également la voie. Je ne sais pas, Ibrahim, si j'ai répondu à ta question, mais l'archéologie de la pensée de Cheikh Anta, c'est une bonne entrée pour approfondir. Le problème, c'est de ne pas rester à ce niveau. Et j'avoue que j'ai eu à discuter souvent avec Cheikh sur certains aspects très complexes. Et je crois que l'école africaine des humanités et d'égyptologie doit continuer à s'inspirer. Je pense que le centenaire est une occasion pour approfondir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour Samba Moulimou. Je vais mettre l'accent sur le contexte politique et intellectuel qui a permis à cette pensée de prendre forme, le contexte politique des années 50-60, aussi bien en Afrique qu'en France où c'est le flou. Merci beaucoup, monsieur le modérateur et chers frères. Si tu permets, je pense que cette partie-là, Diallo serait peut-être plus à même de nous éclairer dessus. Je pourrais en dire quelque chose, mais je pense que Diallo, et c'est certainement une partie de son intervention. Bouba, la question que tu as soulevée tout à l'heure, le débat qui a eu en Allemagne, prouve simplement une chose, c'est qu'il y a des morts qu'il faut que l'on tue. C'est nous qui dormons, mais nos ennemis, je dis bien nos ennemis parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est une question, l'enjeu c'est où de continuer la situation de vide stratégique et de vulnérabilité où se trouve notre continent et notre peuple, ou alors nous faisons ce qu'il faut. Et ces enjeux sont également des enjeux d'ordre épistémologique, d'ordre méthodologique, d'ordre conceptuel, etc. Et sur ce plan-là, Cheikh Anta a apporté une contribution fondatrice, une contribution paradigmatique, pas seulement pour ce qui concerne la réécriture de l'histoire de l'Afrique, mais même la réécriture de l'histoire du monde tout simplement. Donc ce n'est pas du tout une surprise, parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des historiens, des intellectuels qui sont financés et grassement avec des sinécures que leur octroient nos ennemis pour qu'ils puissent produire un discours ayant pour visée, entre autres, d'invalider la pensée de Cheikh Anta Diop. Cela veut dire qu'on ne répétera jamais assez
on ne documentera jamais assez, on n'étudiera jamais assez la pensée de Cheikh Anta, et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Tout à l'heure, la référence au colloque du Caire, Bouba, j'ai failli bon, je lis la conclusion générale donc, du colloque du Caire. Bon, c'est dommage, les gens qui sont ici sont des collègues hein, pour la plupart. Moi, je pensais qu'on aurait un public beaucoup plus jeune ici, parce que c'est surtout à ceux-là, parce que nous savons à peu près hein, quels sont les enjeux, etc. Nous pouvons discuter d'accord sur cela. Donc, c'était pour ça. Alors, voici la conclusion du colloque du Caire. Donc, littéralement, donc, écrite par Jean Delis à la page 101 de la version française. Donc, ce sont des actes du colloque sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement du néolithique. La très minutieuse préparation des communications donc, des professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, voire annexe 3, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cela veut dire que ce colloque du Caire a été dominé de la tête et des épaules par deux Africains, en l'occurrence Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Mais, comme je disais, comme je disais, les ennemis ne désarment pas, ils ne dorment pas. C'est nous qui dormons et nous avons intérêt à nous réveiller. Alors moi, j'ai choisi de m'appesantir sur un aspect de méthode, donc de validation de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et j'ai intitulé donc ma présentation Cheikh Anta comme fondateur de l'école africaine de l'africologie. Je sais que c'est un terme qui paraît bizarre à beaucoup d'entre nous parce que malheureusement nous ne sommes pas toujours au courant du fait des barrières qui sont mises autour de nous, y compris au niveau de l'université. Donc l'africologie, Cheikh Anta, fondateur de l'africologie comme école de pensée et comme paradigme alternatif pour la production et l'application des connaissances. Donc quelques repères, quelques leçons également, mais également des perspectives. Alors c'est un travail que j'avais contribué comme chapitre dans ce livre qui s'appelle From Ivory Towers to Ebony Towers, Transforming Humanity's Curricula in South Africa, African American Studies. Donc c'est là-dedans. Bon, même si la version qui est publiée ici a été quand même légèrement modifiée. Donc c'est sur ça que je vais m'appuyer et très rapidement partager avec vous quelques éléments de réflexion. Bon, Cheikh Anta, nous le savons, donc c'est un panafricaniste, c'est un intellectuel, c'est un savant. Hein, qui a reçu une formation pluridisciplinaire, mais qui également a appliqué, comme tu l'as dit, Bouba, donc un faisceau de preuves, hein, donc une approche pas multidisciplinaire, mais interdisciplinaire au moins. Bon, nous savons que généralement, quand nous parlons d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, nous nous référons généralement au manifeste de la transdisciplinarité publié en 2002, je crois, par Bassarab Nicolescu, alors que Cheikh Anta pratiquait l'interdisciplinarité, comme nous le savons, à travers ses publications, au moins un demi-siècle auparavant. Donc, voilà. Donc, formation pluridisciplinaire, travaux scientifiques basés sur les dernières découvertes et résultats de biochimie qui ont prouvé la validité de ces œuvres. Je dis cela, j'insiste dessus, la validité du travail scientifique de Cheikh Anta Diop. Parce qu'il suffit d'ouvrir, de regarder certaines chaînes de télévision, d'écouter certaines radios que je ne citerai pas, hein, parce que je ne veux pas leur faire de la publicité, pour entendre le contraire de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, ils ne désarment pas. Il y a des armées de primitifs qui sont payés, hein, pour pouvoir essayer de valider sa pensée. Donc, ces résultats confirment donc la validité de ces thèses dans le domaine de l'archéologie, la paléontologie, la paléobotanique, la biologie moléculaire, la linguistique comparative historique, etc., etc.
Bon, nous savons que Cheikh Anta a mis en place une stratégie politique, une vision du futur, avec un certain nombre de thématiques, de pistes de recherche, telles que la question de la sécurité de l'Afrique, l'importance d'avoir un État, de la laïcité de l'État, le rôle des femmes, la question du gender equity et balance, l'importance des intellectuels organiques, l'importance des langues, la capacité qu'ont nos langues de véhiculer la science, quoi qu'en pensent nos gouvernements, etc., etc. Et qu'il a contribué deux thèses, donc deux thèses fondamentales. Hein, on le sait, malheureusement, ceux qui sont là le savent. Bon, c'est pour cela que je dis que c'est dommage que les jeunes ne soient pas là. Deux thèses qu'il a démontrées de façon scientifique. La première, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la civilisation humaine, n'est-ce pas? Mais qu'il y a également, par-delà les diversités, il y a une profonde unité anthropologique, culturelle, linguistique, etc., entre les peuples africains. De là, un certain nombre donc, de thèmes de recherche, tels que la délimitation du monde noir jusqu'au fleuve Indus, la population de l'ancienne Égypte et de la Nubie, l'identité des constructeurs des civilisations de la vallée du Nil avec les autres Africains, donc l'africanité des civilisations de la vallée du Nil, etc., etc. Cheikh Anta a insisté sur l'importance de l'indépendance et de la maturité conceptuelle. Penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais en ancrant notre travail de recherche à la science. Donc il ne s'agit pas de projeter des images tronquées du passé, d'embellir le passé, mais de l'assumer, de le connaître tel qu'il est et de façon scientifique. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de maîtres. Et sur ce plan-là, il s'agit donc de nous doter d'espace et d'outils de production du savoir, mais également de dispositifs et de mécanismes pour la validation de nos savoirs. Et cela veut dire, puisque nous sommes dans l'espace dit francophone, j'ai bien dit francophone, c'est sortir du carcan du CAMES. C'est une provocation. Bon, la pertinence de l'œuvre de Cheikh Anta, bon, nous le savons, il était président de l'association des chercheurs et scientifiques et hommes de sciences, donc savants noirs. Il était professeur, bon, un peu sur le tas. Hein? Il a reçu des distinctions. Ce qu'il faut retenir, bon, il est citoyen d'honneur de la ville d'Atlanta, qui lui a décerné d'ailleurs une plaque. Et je me souviens, au colloque à la conférence de Monde, on lui avait remis une plaque. Je pensais que c'était en novembre 1985, mais c'était en janvier, parce que j'y étais. C'est moi qui l'avais mis en rapport avec Caribbean Cultural International pour la conférence. Alors, il y avait lui, il y avait Ivan Van Sertima et il y avait Carlos Mo, les trois. Ils avaient même proposé que je sois l'interprète de sa conférence au petit déjeuner chez Emon Sabasakana, qui était donc le président de Caribbean Culture International. Il a dit, je sais que Samba peut faire le travail, mais nous ne sommes pas ici entre Sénégalais, nous sommes entre Africains. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres personnes. Finalement, pour diverses raisons, j'ai dû interpréter un peu vers la fin. Bon, après qu'on se soit rendu compte qu'il y avait des problèmes. Donc cette plaque-là, c'est là-bas qu'on la lui a donnée. Alors c'est bizarre la question du temps. Comment le temps s'est accéléré? Parce que je me souviens qu'après cette conférence-là, j'ai retrouvé Cheikh Anta, je crois qu'une semaine après, à Bobo, en train de faire une autre conférence. Je me souviens, j'étais là et j'étais à côté de jeunes qui disaient, mais pas lui. Mais il faut y voir Amourke, tu sais comme il faisait là, il citait les chiffres, etc. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la pensée de Cheikh Anta est une pensée rigoureuse. C'est une pensée interdisciplinaire. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, la différence entre multidisciplinarité, transdisciplinarité, etc. etc. Peut-être, bon, mais ici, ça n'intéresse personne. S'il y avait des jeunes encore, on pourrait revenir dessus. Donc, c'est une pensée qui est scientifique. Et ses contributions au colloque du Caire le prouvent. La conclusion, mais les autres contributions qu'il a apportées à l'histoire générale de l'Afrique,
d'une façon générale, le prouve également. Il n'est pas seul. Quand je parle d'école africaine de pensée, il faut savoir qu'il y a d'ailleurs les directeurs de volume, n'est-ce pas? Ce sont des Africains. Gérald Mokhtar, l'Égyptien, Bethuel Ogot, Kenyan, Djibril Tamsir Niane pour le volume 4. Le premier volume sur la méthodologie Sekizembo, donc il y a pas, etc., etc. Donc des contributions, et ils étaient 350. Il y avait 350 spécialistes. Comme on dit, anybody who was somebody with regards to African history, quel que soit le domaine de compétences, était là. Ok, 350. Ils ont travaillé pendant 35 ans. Disons, c'est un processus de 35 ans. Les deux tiers étaient des Africains, et c'est les Africains, c'est une œuvre africaine. Bien entendu, les autres vont contribuer, hein, mais il faut savoir que c'est un travail, et ce qui est bizarre, c'est que voilà 8 volumes, maintenant 9, avec le volume sur la diaspora, que nous regardons comme ça, nous les laissons, comme on dit, gather dust, et on ne les utilise pas. Mais il faut les utiliser, et je trouve qu'il n'est pas possible, ce n'est pas du tout sérieux de faire un travail sur l'Afrique sans se référer à l'histoire générale de l'Afrique. Pas seulement le travail d'histoire, comme tu as dit, quand il disait qu'il fallait, etc. Non, c'est parce que tu trouves beaucoup de choses dedans. Alors, Cheikh Anta, l'objectif de son œuvre, l'ange est double. Assigner un objectif politique clair à la recherche, et deuxièmement, fonder la pensée et le discours politique sur une connaissance solide, cohérente des réalités africaines. Et ça, c'est important, une connaissance des réalités africaines. De sorte que si son objectif est de poser les bases scientifiques pour la consolidation d'une conscience politique et historique africaine, l'axe majeur de son travail vise la création de conditions objectives de la renaissance de l'Afrique en tant que pôle d'initiative et de décision scientifique, technologique, politique, etc., et économique, dans le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est une citation de José de Nascimento qui était également avec nous dans le groupe Jonction. Donc, ses contributions au colloque du Caire, au colloque sur toponyme et ethnonyme, où d'ailleurs son travail, sa communication a été adoptée comme document de travail, etc., etc. Donc, vraiment un travail très sérieux, ses contributions dans le domaine de la linguistique comparative et historique, qui est une source auxiliaire de l'histoire, mais une source fondamentale, parce que si nous nous en référons à ce que disait Ferdinand de Saussure, eh bien, la langue est un élément clé pour pouvoir retracer, connaître la culture, l'histoire, etc., d'un groupe, quel qu'il soit. Donc, il a établi ces deux thèses-là. Alors, quelles sont les implications? S'il a démontré ces deux thèses, donc l'unité culturelle et l'Afrique berceau de l'humanité, c'est qu'au niveau horizontal ou synchronique, étant donné l'unité fondamentale entre les sociétés et les peuples africains, il est impossible de comprendre et encore moins d'expliquer une partie de l'Afrique en elle-même hors de son contexte continental global. D'un point de vue diachronique, donc avec la profondeur historique, un mouvement dialectique permanent de va-et-vient est nécessaire entre les sociétés contemporaines de l'Afrique et les civilisations de la vallée du Nil. Donc voilà des implications. Parler de l'histoire de la pensée de Cheikh Anta et de sa pertinence, c'est parler d'un héritage vivant qui est en train d'être perpétué, critiqué, complété par des membres de cette école africaine de pensée, mais en sachant que les perspectives sont solides et la vision elle est claire, la vision stratégique à long terme. Alors, pour conclure, on peut citer le travail qui est fait par le groupe autour de la revue Ancre, revue d'égyptologie et de civilisation africaine, des contributions par exemple de Jean-Paul Bellet dans le domaine de la physique, etc. Vraiment des contributions, des gens qui sont des disciples de Cheikh Anta sur le continent et peut-être même surtout dans la diaspora. Pour connaître vraiment l'impact de Cheikh Anta, il faut aller dans la diaspora. Je vous jure que moi, quand je pense encore à cette conférence de janvier 1986 à Londres, j'ai la chair de poule. À un moment donné, les gens se sont levés du bombo, quoi. Ça dit que les gens avaient du mal à se contrôler, mais à cause de la pertinence et de la force, de la puissance et du caractère scientifique de ce qu'ils entendaient
dire. Alors, simplement une anecdote, et je viens de terminer là, parce que tu es très, très patient avec moi, mais il ne faudrait pas que j'abuse. Le premier traducteur, donc interprète de Cheikh Anta, c'était Morgan Dalfinis, linguiste de la Dominique, francophone, il est bilingue. Hein? Morgan est venu en 3 pièces. Vous savez, la pensée de Cheikh Anta, de feu 10 gann, 10 bani gann, laman, wef bani toy, lewet bani dom, te saf saf, c'est une pensée. Donc, il est venu en 3 pièces. Subitement, il a commencé à faire du striptease, quoi. Ça dit, les gens rigolaient parce qu'il a enlevé la veste, ensuite il a desserré la cravate, les boutons de manchette, et au bout de 2 heures et demie, il est venu dire « Sorry, brothers and sisters, I'm tired, I'm exhausted ». Donc, on a dû les remplacer. Il y a 2 personnes qui sont montées, bon, les gens n'étaient pas contents, et puis vers la dernière heure, quoi, bon, les gens m'ont dit « Écoute, Yegel, quoi, bon ». Mais je vous dis que quand vous interprétez la pensée de Cheikh Anta, il ne faut pas essayer d'interpréter justement. Ce qu'il dit là, d'abord il faut être bilingue, la langue dans laquelle il parle et la langue de l'auditoire, et vous notez exactement ce qu'il dit, après vous essayez de traduire. Donc, alors ce qu'il faut faire, il faut utiliser, d'abord il faut l'étudier, la pensée de Cheikh Anta. Nous ne l'étudions pas, il faut l'enseigner à l'université pour commencer, n'est-ce pas, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut la creuser, il faut en discuter. C'est comme disait quelqu'un avec qui j'avais partagé un panel à Londres sur l'héritage de Malcolm X. Et il disait que non. Il dit, qui c'est qui a lu l'autobiographie de Malcolm? Il dit, vous l'avez lu combien de fois? Non, on l'a lu. Il dit, non. Il dit, il faut la relire. Il dit, you can't back. Et Cheikh Anta, c'est ça. C'est très intéressant. Donc, Fatima va prendre cette question. Pas des conférences. Merci Ibrahima. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des développements très intéressants, très édifiants, mais on n'a pas répondu à ta question. Ta question était les sources de la pensée de Cheikh Anta Diop. Et à part Pape Diop qui a un peu brossé la fréquentation de l'école coranique, je pense que vous avez perdu de vue que antérieurement à la formation occidentale, Cheikh Anta a fait une formation arabe coranique. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne veux pas utiliser le terme de Senghor, arabo-berbère, une chose comme ça. Mais le Dara. Et vous voyez, il était donc formé au Dara, mais il n'est pas, c'est-à-dire, il n'a pas évolué dans le Dara. Il est sorti du Dara, ensuite il a connu l'école occidentale, et je pense qu'il a fait une réfutation des deux, en fait. Il a réfuté la formation religieuse avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire la brutalité, la violence, les violations de droits et tout ça. Il s'en est détourné après en avoir fait le tour, et en embrassant maintenant la formation occidentale, il s'en est finalement également émancipé. Alors moi, je trouve que c'est un développement intéressant de voir que une des figures les plus lumineuses de notre univers intellectuel, c'est quelqu'un qui n'a pas une formation unique, et c'est quelqu'un qui a refusé à la fois d'être un domudara ou dongodara, et qui a refusé également d'être un perroquet qui répète les thèses des Européens. Et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est un petit peu aussi le sens de la révolution à laquelle moi je prétends qu'on assiste aujourd'hui dans le pays. Il y a l'émergence, l'irruption d'une jeunesse sur le plan médiatique, sur le plan politique,
qui a été formé à l'école coranique, et exclusivement à l'école coranique, et qui aujourd'hui prend la parole sur les questions laïques, sur la voie publique. Je pense que c'est peut-être des pistes de réflexion sur lesquelles on devrait se pencher aussi. Merci. Alors peut-être tu rebondis sur... Oui, donc moi je suis assez à ces deux interventions, au moins deux questions. La première déjà est posée par Diallo Diop, c'est la relation avec les partis de gauche, c'est même au-delà avec les acteurs politiques. On peut parler longuement de ces relations avec les médias, à qui est imputé son arrestation en 1962, dont les partisans sont au cœur du FNS, donc 1 an ou 2 ans plus tard. Ces relations également très intéressantes avec le PAI, n'est-ce pas? Ce sont depuis la RDA, PAI avec lequel il chemine brièvement pour les élections en 1963. Donc ces relations avec la classe politique, ou en tout cas les acteurs politiques de cette époque-là. Deuxième question liée au front social. Donc la question politique, c'est une question sociale d'abord. Donc ces partis de gauche s'investissent sur le front social, syndical, plus précisément avec les syndicats d'enseignants, les syndicats publics, le RND, va participer à la mise en place d'un syndicat paysan, donc cultivateurs, maraîchers, éleveurs. Donc je voudrais bien qu'on prenne ces deux questions-là dans le projet politique. Donc moi, je pourrais en 1 minute revenir sur le contexte avant de faire la charge sur cette question. Bon, au lieu d'une minute, je vais peut-être prendre 5 pour réagir à un certain nombre de questions, mais le temps ne fait pas. Il ne faut pas épuiser tous les débats. Je dis que c'est un sujet très complexe. Je commencerai par l'archéologie. C'est ta première question importante. Les sources, on en a parlé en partie, mais s'il fallait parler des sources, j'ai ici les livres où on parle des sources internes, des sources externes. J'ai même critiqué les limites de la pensée de Cheikh concernant l'histoire ancienne. Moi, je suis un histoire ancienne. Les sources qu'il évoque, parce que l'Antiquité, il y a des périodes très anciennes, une période intermédiaire, c'est très complexe. Donc, Cheikh lui-même donne ses sources, premièrement. Il s'y ajoute qu'il y a des sources qu'il ne mentionne pas. Alors, le seul intellectuel qui a fait un travail vraiment que j'ai lu, puisque dans ma vie, j'en ai rencontré pas mal, il n'y a qu'Amoudi Alidien qui a fait un travail qui n'a pas été publié par la présence africaine. Ça doit t'intéresser. Moi, je veux bien savoir de la famille. Où il a fait un travail, et Amadi, ses relations avec Cheikh Anta, c'est très complexe. C'est Amadi qui aidait Cheikh qui ne pouvait pas aller tout le temps à la Bibliothèque nationale, pour ceux qui connaissent Paris, qui l'aidait. Mais Amadi, pour ceux qui le connaissent, il est très critique. Il a fait un travail qui fait plus de 200-300 pages pour expliquer l'archéologie de la pensée de Cheikh Anta. Je ne sais pas quand ça sera publié, mais le document existe. Donc je ne pouvais pas développer, et je l'ai lu, parce que Amadi passait souvent chez moi, et il fait partie aussi des grands avec qui j'étais. Donc je donne cette information pour dire que, comme Cheikh Amad l'a dit, Cheikh Anta, il y a avant Paris, à Paris, Cheikh Anta Tietou, Cheikh Anta à Koki, Cheikh Anta à Saint-Louis, Cheikh Anta à Dakar. C'est comme ça qu'on peut expliquer même. Diallo, tu as raison de parler de l'allemand. Cheikh Anta fait partie des rares intellectuels qui ont appris l'allemand pendant la période coloniale. D'ailleurs, les Français même étaient étonnés. Et donc, il lisait l'allemand, un texte. Moi, la dernière fois où j'ai été invité à l'université de Bayreuth, c'était les Allemands qui m'avaient invité pour faire une conférence sur la pensée de Cheikh Anta. Je lui ai demandé de venir avec moi parce que je veux bien parler de son œuvre, mais il faut qu'il soit à côté. Il avait accepté, il est décédé, quelques mois après. Ça, je l'ai dit dans mes textes. Cheikh Anta est décédé, après que l'université de Bayreuth nous ait invités pour parler. Donc, Diallo a raison, il parlait allemand couramment, il savait donc, sa formation est une formation très complexe parce que quelqu'un qui a appris le Coran, qui a appris le français, l'allemand, etc., ta question donc était pertinente. Maintenant, il y a deux bacs aussi. Et bon, voilà. Maintenant, le deuxième aspect, c'est les aspects politiques, idéologiques. Difficile à dissocier. Je ne vais pas développer, mais il faut lire Cheikh Anta et la négritude. Dans Civilisation Barbarie, Cheikh Anta montre que ces questions qui semblent anodines, les questions philosophiques, tout ça,
ont une dimension politique. Qu'est-ce qu'il reproche à la négritude? Il dit que la négritude insiste sur la dimension psychanalytique. Or, quand on veut parler d'une civilisation, il faut parler de sa langue et parler de son histoire. Il dit que les tenants de la négritude n'avaient pas de perspective, ils n'avaient pas une conscience de l'histoire de l'Afrique. C'est ça. Et en dernier lieu, il y a une dimension politique, bien sûr, parce que si historiquement ce n'est pas clair dans la tête, politiquement ça peut être clair. La rupture avec l'impérialisme, on en parlait tout à l'heure. Les aspects politiques, identiques. Je me demande, maintenant, Cheikh Anta et sa pensée, c'est vrai, Cheikh Anta, il y a des livres, il y a des textes, mais il y a aussi des interviews et il y a des confidences. Moi, il y a ce que je retiens de Cheikh Anta, certes, c'est le livre, mais les discussions. Moi, j'ai évité de discuter politique et syndicats avec lui, quand j'allais dans son bureau. Pour des raisons que vous pouvez deviner, je disais souvent à des amis qui me prenaient à l'écoute de gauche, je dis non, moi je ne suis pas de la gauche, je suis de l'extrême gauche. Politiquement, moi j'ai commencé dans les années 111, j'ai connu le moment du PAI, à la maison c'est des gens du PAI, des gens du PRA. Moi, une de mes grand-mères était PRA. Donc moi quand j'ai connu Cheikh Anta, politiquement j'ai évité de discuter parce que moi j'avais un passé politique très complexe. Les seules fois où on a discuté politique et syndicat, c'est Cheikh Anta qui a porté la discussion. Quand on a créé le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, j'étais en train de discuter avec son bureau, il m'a dit qu'il paraît que vous avez créé un syndicat autonome. Je lui ai dit, mais oui, chef. Il a rigolé, il m'a salué. À l'époque, c'était Major Diouf, secrétaire général du RND, qui dirigeait, c'est Major qui a fait Major futur. Mais je sais que Cheikh Anta était universitaire, il était à l'IFON. Et le CS, quand on l'a créé, c'est le CS qui a permis aux chercheurs également de mener les revendications. Donc, moi j'ai évité de discuter les syndicats parce que je sais que ça allait gager nos journées de discussion. Et politiquement, aussi, je parle par exemple de signal. Quand le RND a été créé, j'étais en France. Je fais partie de ceux qui ont tiré avec Ablaye Dieng et comment il s'appelle encore Niang. À la Maison d'Afrique, on a fait des réunions pour tirer. Donc j'étais dans une situation, nous qui étions de l'extrême gauche maoïste, certains ont rejoint le RND, d'autres ont continué le chemin que vous voyez jusqu'à présent. Donc, je voudrais terminer maintenant sur le problème. Pour Cheikh Anta de la politique, il y a quelque chose que je connais. Parce que c'est lui qui a posé le problème. C'était quand Cheikh Anta a combattu Senghor. Alors, Cheikh Anta, les gens disaient qu'il a combattu Senghor. Cheikh Anta ne veut plus faire de la politique. Vous savez qu'il était confronté à des situations difficiles. Hein? Il mène le combat pour gagner les élections. Le Khalif général des Mourides dit qu'il faut voter pour le président Abdou Diouf. Tout le monde au Sénégal connaît cette situation. C'est bon. Donc, les problèmes auxquels Cheikh Anta est posé, il faut avoir le courage de les poser. Et ça permet de rejoindre l'actualité. L'actualité actuellement de la politique. Quand ces problèmes sont posés, quelle a été l'attitude de Cheikh Anta? Il a dit sur la question des élections législatives, le marabout n'a rien dit. Donc ça signifie que vous pouvez voter pour moi, mais la question politique de savoir qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au discours des khalifes, etc., Cheikh a évité d'en parler. Parce que vous savez qu'il est de la famille. Je ne développe pas. Donc, Cheikh Anta et nous, sur les questions politiques, c'est l'occasion donc d'en parler. C'était très compliqué. Et il m'a dit, ça, c'est pas moi qui lui ai posé la question. Il m'a dit, Bouba, est-ce que tu es au courant de ce que les gens disent? Ils disent que moi, j'ai arrêté de combattre Senghor. Maintenant, c'est Diouf, parce qu'il y a un deal, c'est pour ça que j'en suis à l'université. Il était très amer. Je ne lui ai pas posé la question. Il m'a dit, ni Khamouniouma. Ça me permet de dire le point de vue que Cheikh Anta m'a dit. Il m'a dit, dans nos pays, un intellectuel qui veut arriver au pouvoir, si deux questions ne sont pas réglées. La formation idéologique et politique des gens et l'organisation du peuple. Sinon, ceux qui font du bruit, il y a deux possibilités. Ils deviennent des démagogues, ils racontent n'importe quoi qu'ils ne peuvent pas réaliser, ou bien ils deviennent un tyran.
Ça, c'est ce que Cheikh Anta m'a dit. Loolu la ma Cheikh Anta wax keneen mënuma fi wax leneen ci pensée Cheikh Anta parce que bindu ko ci texte. Je conclue en disant qu'à propos de la praxis, je donne 2 informations. Tout à l'heure, Samba, tu as bien fait. Mais Kadhafi, moo réalisé li nga xam ni Cheikh Anta moom la bëggoon. C'est quoi? Kadhafi a fait, c'est lui qui a financé la traduction des projets d'histoire générale de l'Afrique dans les langues africaines. Swahili, Pulaar, Fulfulde. Kadhafi gëmoon na Afrique. Je ne reviens pas vraiment sur le dossier Kadhafi, le pauvre, et comment, avec ses limites. J'ai été en Libye à plusieurs reprises, donc je sais un peu. Mais les projets qu'il avait, Cheikh Anta, tu en as parlé. Cheikh Anta, il y a un projet qu'il tenait à cœur. Malheureusement, il est décédé trop tôt. C'est incroyable. Cheikh Anta n'a même pas eu 70 ans. Mais le projet auquel il tenait, c'est un projet, j'espère que l'université va réaliser ça tout à l'heure. C'était quel projet? Qu'on reconstitue, nous au Sénégal, on dit que nos ancêtres viennent du Nil. Cheikh Anta a élaboré le projet, on y a travaillé ensemble, il y avait la liste, des gens, c'était budgétisé. Il est décédé, on n'a pas pu le faire. Et je continue de croire dans la chair qu'on m'a demandé de faire, qu'il est possible de faire l'axe Dakar, pas comme les Français Dakar-Djibouti, mais Dakar jusqu'en Éthiopie, à pied. Oui, nos ancêtres, ils allaient à la Mecque à pied. Nos ancêtres, ils allaient à la Mecque à pied. Moi, j'ai trouvé en Éthiopie des Sénégalais, en fait des Éthiopiens, dont le nom de famille c'est des Cissé, des trucs. Il y a des gens qui ont laissé des enfants partout. Quelqu'un qui veut connaître l'histoire du Sénégal, il faut qu'il y a ce projet. Le laboratoire Carbone 14, c'est lui-même qui l'a construit. C'est un projet concret. Mais il y a un autre projet, Cheikh Anta. Quand on est rentré Samba de France, il y avait un panafricaniste qui est décédé, il avait 100 ans presque. C'était les compagnons de Lamine Senghor. Il s'appelle Camille Saint-Jacques. Nous, quand on a créé le groupe Johnson, il connaît. Camille Saint-Jacques nous a donné son brevet. Il a fait un brevet de haut fourneau. En France, les brevets, c'est étiqueté. Bon, Camille Saint-Jacques nous a remis Cheikh Gadio. Vous pouvez demander à Gadio, l'ancien ministre, ambassadeur Camara. Je suis venu avec Gadio, on a donné à Cheikh le projet pour que l'Afrique utilise le fourneau. Vous savez ce que le Cheikh nous a répondu? Il nous a dit, ah, c'est très bien, vraiment, avec lui. Bah, je vais appeler mon ami Nyerere. Moi, je crois à l'industrie lourde. Je ne croyais pas à l'industrie. En fait, les petites choses. Il voulait que l'Afrique règle ces questions de manière. Donc, Gadio et moi, on n'était pas déçus, mais on a compris que ces projets-là, qui datent des années 20-30, il pense que lui, c'est la science niveau du Mouton, l'Africain du Bouchino. C'était ça qu'il nous a dit gentiment, et on a retourné ça, c'est Jacques. Alors, je termine sur un, donc c'est affaire, faut regarder du bon, mais la praxis, la responsabilité, pas, franchement, aucun gouvernement ne va introduire moi, ce qu'on fait là, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on peut. Mais moi, le premier Sénégalais qui enseignait Cheikh Anta à l'université de Dakar, il n'a pas attendu que les Macky Sall ou les Abdoulaye Wade ou les Senghor, c'est Boubacar Ly. Moi, j'étais au département des langues et civilisations anciennes. Je suivais des cours au département d'histoire. Mais en licence, à l'époque, il y avait les CS, ce n'était pas les universités de valeur. Mais moi, je suivais des cours de Boubali sur l'Afrique noire précoloniale. Boubali a introduit l'enseignement de Cheikh Anta à l'université. Donc, ce sont nos camarades-là qui sont irresponsables, qui ne prennent pas d'initiative de responsabilité. Personne ne peut dans un département. Lui, là, c'est quelque chose, mais les départements. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans les sources de l'histoire africaine. Dans ma bibliographie, il y avait Cheikh Anta. Les collègues. Maintenant, si on ne le fait pas dans nos écoles, il incombe aux camarades de le faire. Personne ne le fera à notre place. La révolution, c'est nous qui devons faire ça, mais en étant courageux. Parce que Cheikh Anta était très courageux à la loi. Gars, du coup, il y a une autorisation pour que j'engale, donc on lève. Merci. Allô? Oui, on m'a dit de parler directement dans le micro.
Donc c'est simplement pour réagir, je crois, à l'interpellation de Cheikh Amara. Donc tu as raison. En fait, quand nous regardons au niveau du Sénégal et même ailleurs sur le continent africain, on peut dire qu'il y a au moins 3 sources de savoir. Il y a, bon, Cheikh Anta, donc ceux qui ont été à l'école occidentale. Il y a ceux qui ont été à l'école, disons, arabe, enfin, qui ont étudié ce que nous avons étudié en anglais et en français. Ils l'ont étudié en utilisant l'arabe comme langue d'enseignement et d'apprentissage. Et il y a ce qu'on nous dit souvent, ce qu'on appelle les maîtres de savoir et de parole traditionnels qui sont enracinés dans le terroir, dans la sagesse, dans le savoir du terroir, et c'est un savoir scientifique. Pour le savoir, moi je l'ai appris hein, quand je me suis embarqué dans mon travail de thèse sur la littérature d'expression wolof. Beaucoup de gens m'ont dit que, en fait, j'étais très original, mais quand même pas à ce point-là. Où est-ce que tu vas chercher la littérature d'expression wolof? Je peux vous dire que ce voyage m'a guéri de beaucoup de choses. Tu sais, tu parlais des marxistes là. En première rencontre avec Cheikh Anta, je suis allé le trouver dans son bureau de l'IFAN, envoyé par les Pathé Gagne, Grand Oumar Gueye et tout. Il m'a dit Cheikh Anta Nekoufi. Parce que la façon dont je suis arrivé et tout, et après, les Pathé Gagne me disent non, mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, etc. et tout ça. Il m'a dit, mais c'est Cheikh Anta, on a vu les passer ici avec sa 4L et tout ça là. Allons-y. C'est vous qui avez envoyé ces jeunes hommes-là. Mais ce qui c'est déjà Nimo Solo avec des bottes sous les tropiques, sacs, machin, etc. Il m'a dégaine quoi. Il dit, mais vous savez, c'est comme avec son calme là. Il a fait irruption littéralement dans mon bureau. Alors, il m'a salué avant même de répondre à son salut. Il m'a bombardé de questions. Lui-même a répondu à la moitié de ces questions-là, etc. Mais finalement, ils ont plaidé ma cause. Il m'a dit finalement, non, écoute, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui, il faut que tu reviennes. Il m'a expliqué, non, il fait une thèse sur le Wolof, etc. Donc, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais pour en revenir donc, à cette question, je crois qu'aujourd'hui, tu parles de courage. Ce courage-là, il faut, je ne dis pas l'avoir, mais il faut le cultiver, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est également une leçon de Cheikh Anta. Quand tu dis, effectivement, il avait cette capacité, c'est-à-dire Cheikh Anta, de faire de monde dolé mbolo, il croyait à la force du peuple. Et on parle du phénomène Sonko et de ce qui se passe, mais c'est exactement ça qui se passe de Fougum. Et je me souviens quand il est mort, les gens de son syndicat paysan, certains, j'avais pu les rencontrer parce que au laboratoire de radiocarbone, ils étaient là, etc. Ils m'ont dit, parce que où est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui peut nous expliquer des choses qui nous paraissent tellement compliquées, mais dans un langage aussi simple, etc. En fait, la rencontre que je raconte, c'était ma deuxième rencontre avec Cheikh Anta. Mais quand je l'ai rencontré la première fois, je ne savais pas que c'était lui. Mais c'est après, rétrospectivement. Parce que j'étais sur le perron de l'IFAN et Concorde passait. Bon, moi j'ai fait une observation, les impérialistes, etc. Et il a commencé, lui, bon, il était là. Je ne savais pas que c'était lui. Il était debout, il attendait son chauffeur. Il a commencé à m'expliquer la puissance développée par les réacteurs, mais dans un langage d'une façon et tout, et c'est après que je me suis souvenu. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on retient de Cheikh, parce que Cheikh Anta n'a reculé devant aucune problématique. Par exemple, la question de l'histoire et de la géographie des religions. Voilà une question que nous, on escamote, hein, parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des tentations totalitaires, aujourd'hui, qui font qu'il y a certaines questions qui sont devenues des questions taboues. Pourtant, il nous faut absolument trouver le moyen de créer des plateformes de dialogue ouvert entre les représentants de ces 3 sources de savoir-là que j'ai brossé à grands traits, mais dans le cadre d'un dialogue normé, c'est-à-dire normé,
c'est-à-dire que l'on qui, alors si c'est une question de foi, parce que la foi c'est une chose, mais le débat scientifique c'est autre chose. Pour cela, sans préjudice de ce qu'on apprend avec l'africologie, mais également la transdisciplinarité. Et je termine sur la question de l'éthique. Cheikh Anta, sa force, c'est aussi cette éthique. Il a toujours, ce qu'il a dit à Obega juste avant le colloque du Caire, dans l'avion, il a dit, écoute, on y va, et c'est eux qui ont demandé à l'UNESCO de réunir le colloque du Caire pour une clarification de la méthodologie. Et il a dit au Béga, si nous donnons et que les gens là nous prouvent scientifiquement que nos thèses sont erronées, je suis prêt à accepter cela. Mais vous imaginez cela avec tous les enjeux que cela représente. Un dernier exemple, lors de cette conférence à Londres, il y a un archéologue, je me souviens plus s'il était syrien ou irakien. Mounion, il n'a pas participé au débat, mais à la fin, Mounion du Sourlou, quand Cheikh Anta était en train de dédicacer ses livres, etc., et il a dit quelque chose, Nico. Je dis, that is not fair, that is not honest, from you. Comment c'est voir? Mounion Samba, en Wolof, on a dit, Baloko Ak. Mais c'est Mounion Baloko Ak. J'ai dit, I'm sorry, I did not know Baloko Ak, Yamon Fof. Et c'est après qu'il a répondu. Le monsieur l'a posé des questions. Il remettait en question la périodisation, l'ancien empire, le moyen empire. Cheikh ne parlait pas de ça. Cheikh était en train de parler des unités, des calendriers, des différents calendriers lunaires, stellaires, etc. Et comment on connaissait, nos ancêtres dans la vallée du Nil, connaissaient l'année bissextile, c'est-à-dire l'année de 365 jours, plus 6 heures. Parce qu'il disait qu'il y a 30 mois, il y a 12 mois de 30 jours, 360, auxquels on ajoute les 5 jours dédiés aux principales déités, Osiris, Isis, Horus, Seth et Nephthys. En fait, ça, c'est le nom que les Grecs leur ont donné, c'est Assar, Ast, Heru, Seth et Nephthys. Seth, Moïse et Italie, n'est-ce pas? Mais il y a un faux parce qu'il y avait les 6 heures là. Et nos ancêtres disaient qu'au lieu d'ajouter un jour, donc tous les 4 ans, donc 6 fois, ça fait un jour, tous les 4 ans, non, il faut ajouter 365 fois 4, on ajoute une année à l'année, et ça fait 1460, et il a été prouvé, par exemple, dans ce qui m'a prouvé lors de cette conférence dont je parle à Londres, dans Blacks in Science, il a répété là-bas qu'effectivement, cela correspond au cycle de Sirius B, qui tous les 1460 ans se retrouve jusqu'à présent au-dessus de la latitude de Memphis dans la vallée du Nil. Donc, il lui a répondu, que je ne parle pas de ça. Alors, je termine en disant qu'on retrouve également chez les Éthiopiens aujourd'hui, on retrouve exactement la même mesure du temps. Mais ils disent qu'il y a dans l'année, ça dit tous les 4 ans, ils ajoutent, au lieu de dire 12 mois, ils disent qu'il y a un 13e mois. Voilà. Et exactement, quand on refait les calculs, on y retombe. Et j'ai appris, lors d'une conférence que j'ai faite il y a 2 ans à l'University of Mpumalanga, que non loin de là-bas, ils avaient découvert des calendriers qui avaient exactement les mêmes mesures du temps. Merci. Allô, c'est bon? Moi, c'est bon. Oui, merci. Moi, je voudrais rebondir sur... voilà. Rebondir sur ce que tu as... sur ta chute. Tu sais, Jean, il disait qu'en science, seuls les faits sont souverains. C'est-à-dire, quand il y a polémique, débat ou discussion sur une question donnée, c'est les faits qui peuvent départager ceux qui sont dans le vrai de ceux qui sont dans l'erreur. Eh bien, transposé au plan politique, il disait, ne polémiquez pas, ne perdez pas votre temps dans des querelles verbales, que vos actes soient vos réponses. Répondez par des actes plutôt que par des
déclaration. Ce sont des principes directeurs qui valent aussi bien dans l'activité de recherche que dans la militance. Ça me permet de venir à ta question à toi. Il est frappant que lorsqu'il s'éveille à la politique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France, il ne va pas adhérer à la section coloniale du PCF, ni au groupe d'études communistes, il va au RDA. Certes, le RDA, dont les élus étaient apparentés au groupe communiste à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas le communisme qui l'intéressait dans ça, parce qu'il en avait déjà fait le tour du point de vue théorique. C'est pour ça qu'il n'a jamais adhéré au PCF. Et quand Houphouët s'est désapparenté du groupe communiste sous la pression de Mitterrand, et que Oumyobé, vice-président du RDA, a rué dans les brancards, Cheikh s'est aligné derrière Oumyobé contre Houphouët-Boigny. Toute son action politique était guidée par la libération et l'unification de l'Afrique. Et le premier article politique doctrinal qu'il ait produit vers une idéologie politique en Afrique noire, dans le journal du RDA, les étudiants de l'association des étudiants du RDA, donc ça apparaît clairement. Sa perspective, son orientation et ses méthodes sont explicitées dedans. Alors, quand il quitte, tu sais que par exemple, lorsque on a fêté c'était 54, 60, lorsqu'on a fêté le 20e anniversaire du déclenchement de l'insurrection armée, de la Toussaint, du FLN, en 74, il avait été invité par les autorités marocaines. Il a tenu à aller avec un de ses adjoints, en l'occurrence avec Maïnian. Tu vois? Il a reçu la médaille de la libération de l'Algérie à cause des luttes qu'il avait menées en compagnie de son épouse à Paris, alors qu'ils étaient étudiants, de soutien et à la résistance vietnamienne et à la résistance algérienne. Mais lorsque Boumediene lui dit « Dis-moi ce dont tu as besoin pour ta politique au Sénégal, et je te le donne. » Il y a un témoin, hein, Maïan est là. Parce qu'il voulait le recevoir seul. Il dit que non, je suis avec mon adjoint. Il dit, oui, mais c'est toi que je vois. Il dit que non, si tu ne me reçois pas avec lui, moi je te rejette. Donc il lui dit, donc fais ce que tu veux. Si tu veux des hommes, je t'envoie des hommes. Si tu veux des armes, je t'envoie des armes. Si tu veux de l'argent, je t'envoie de l'argent. Chef lui a dit, je n'ai besoin ni d'hommes, tu vois, ni d'armes. Mon avocat a besoin d'armes. Finalement, Boumediene lui a donné 25 millions qu'il est venu verser dans la trésorerie du parti. Et c'est avec ça qu'on a acheté la Land Rover avec laquelle il a fait la campagne électorale de 83. Tu vois? Alors, avec le PAI, c'était j'étais moi non plus. Mais il a vu comment le dogme marxiste-léniniste dont il était déjà revenu était le principe directeur, tu vois, de partis communistes d'Afrique de l'Ouest. Or, si tu étudies comme lui il fait, tu étudies l'histoire des partis communistes des pays coloniaux et non pas des pays impériaux. Parce que là où la révolution bolchevique, là où la révolution communiste a réussi la première fois, c'était dans un pays impérialiste, la Russie tsariste. Mais les tentatives dans les pays communistes d'Asie notamment, il a bien vu où a mené la commune de Shanghai. Donc, il se disait la voie est ailleurs. Alors qu'avec des partis comme l'UPC du Cameroun et vraisemblablement le PAIGC, même si je n'ai pas de l'élément factuel dessus, on pouvait trouver un terrain d'entente sur le plan de l'unification politique. Avec Mamadou Dia, tu as raison, c'est Mamadou Dia qui l'a fait arrêter, tout comme c'est Mamadou Dia d'ailleurs qui a dissous, qui a interdit le PAI. Mais
quand Senghor a interdit, a dissous son premier parti, le BMS, puis a interdit le second, le FNS, quand il est allé voir Senghor pour demander qu'on reconnaisse son parti, Senghor lui a dit non. Il lui a fait l'offre de prendre des quotas dans le ministériel et parlementaire et de se dissoudre dans l'UPS de l'époque. Ce que Cheikh Anta a refusé. Avant de quitter, il lui dit, il faut libérer Mamadou Dia. Senghor dit, mais tu me demandes de libérer alors c'est lui qui t'a mis en prison. Tu sais ce qu'il lui répond? Ça c'est le passé. Il faut savoir pardonner. Mais toi tu veux l'éliminer politiquement et je ne te laisserai pas faire. Tu vois, eh bien, il n'a pas créé, on lui dit de créer un parti sans les diaristes, eh bien, il a refusé de 64 donc à 76 jusqu'à la libération de Mamadou Dia. Et c'est après qu'ils ont repris pour le RND, dont Mamadou Dia va être un membre fondateur. Donc, des normes éthiques en politique qui sont liées, si tu veux, au caractère général et impersonnel des objectifs. J'ai repassé son temps à dire, moi, le pouvoir ne m'intéresse pas. Tout comme il disait, tu sais, moi, la politique, ça me barbe. Ça, il dit, ça ne m'intéresse pas. Ça me barbe même. Moi, mon tempérament, c'est la recherche qui me passionne. Et en matière de recherche, c'est la physique théorique, mon dada. Il a écrit. Tout ce que je te dis, il l'a dit à d'autres gens. Et il l'a écrit quelque part. Et il dit, oh, pour faire de la physique théorique, j'ai trouvé ça dans un des documents de l'IFAN. Je n'ai besoin que d'une feuille blanche et d'un crayon noir. D'accord. Maintenant, tu as posé une question en rapport, ça c'était pour moi, une question en rapport avec, sur le front social. Le premier syndicat des cultivateurs, éleveurs et maraîchers du pays a été fondé à l'initiative du RND. Et ce sont des vieux BMS, des vétérans BMS et FNS, notamment Aladji Malick Seck de Koungheul, qui se sont retrouvés à la tête de ce syndicat paysan, qui existe encore. 40 ans après le mort de Cheikh Anta, on entend parler du syndicat des cultivateurs, éleveurs et maraîchers du Sénégal qui participent aux négociations pour défendre les intérêts du monde paysan. Et le fils de le vieux Seck, hein, son fils Bassirou, est encore dans les RND. Et donc, dans Pastef. Alors, une dernière observation, quand même, dire que c'est laisser à l'initiative individuelle des enseignants l'insertion, l'introduction des œuvres de Cheikh Anta dans les programmes, mais tu as cité le cas de Boubouli à l'université. Mais on peut citer le cas de Mariam Wade au lycée. Mais c'est marginal. Ce dont nous parlons, c'est que notre jeunesse, la jeunesse africaine, je ne parle pas de la jeunesse du Sénégal, soit rééduquée et réinstruite, non plus dans le paradigme colonial france-africain, mais dans notre paradigme africain, dont je suis le fondateur. Sinon, mais il s'est tué à la tâche pour rien. Si c'est quelques individualités qui doivent en faire des sujets de conversation, qui ne font même pas l'objet d'une évaluation ou d'un contrôle de connaissances. Voilà, ça va, merci. Donc, nous avons débordé d'une quinzaine de minutes sur le panel. Non, pardon. Nous tous solidairement, nous avons débordé de 15 minutes. On a commencé tard. Oh, on a commencé à 15h30, là il est 16h15, donc on a fait 1h45 en fait à la place de 1h30. Je pense que c'était pour la bonne cause. On va s'adapter. Je pense qu'on ne va pas faire de conclusion, surtout qu'on va, le débat suivant va directement s'appuyer sur les acquis de ce premier débat, la question, le lien entre la recherche et le projet politique, n'est-ce pas? La question de l'éthique, qui est fondamentale, la question des alliances politiques par rapport à la question des idéologies. On va revenir également sur la question des langues. Je pense que voilà, il y a une transition qui se fait tout seul. Donc on va remercier les trois intervenants qui ont été